Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Olivier Ernest Jean-Marie, que vous connaissez bien. Il vient souvent sur le plateau de Zouk Télévision. Il a sorti récemment Qui rôle nous. Est-ce que vous pouvez, bien sûr, nous expliquer le but de cet ouvrage, Olivier? Oui, bonsoir M. Granier, puis Bonsoir. bonsoir à toute la Martinique. Alors, l'objectif de Qui rôle nous, donc, dont le sous-titre est à la recherche de la raison d'être de la Martinique, c'est l'occasion pour moi, en tant que citoyen ordinaire, à la veille des prochaines élections territoriales, d'exprimer mes besoins, mes émotions et aussi mes demandes aux citoyens martiniquais, mais aussi aux acteurs politiques qui vont se positionner et qui seront candidats à la prochaine élection de l'Assemblée de Martinique. À une date qu'on ne connaît pas. Oui, voilà. Oui. Donc ça ne facilite pas les choses. On ne connaît pas encore la date. Vraisemblablement, ce serait le mois de juin, puisque normalement, dans la loi du 27 juillet 2011, donc qui organise la CTM, il était prévu que le mandat donc des conseillers à l'Assemblée se terminait en mars. Oui. En même temps que les 2021, régions, voilà, régions exactement. et départements de France. Mais en l'absence, je dirais, de nouvelles lois, bon, alors il y a eu le rapport Debré qui préconise que les élections se tiennent au mois de juin, donc dans l'Hexagone et aussi ici en Martinique. Donc on est un peu dans l'expectative. Mais bon, il y aura dans un an, dans moins d'un an, il y aura des élections qui vont renouveler l'Assemblée de Martinique. Et à cette occasion-là, je pense qu'il était important de faire un petit peu le bilan de ce qui a été fait. Mais dites-moi, Olivier, vous-même, il y a 5 ans, vous aviez monté une liste. Hein? Est-ce que vous ferez partie de ceux qui vont déposer une liste cette année, pour la prochaine élection? Non, j'ai pris ma retraite de militant. J'ai pris ma retraite de militant et je suis maintenant observateur. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous êtes dégoûté des politiques ou de la politique? C'est que je n'ai pas encore bien compris. Et puis je ne suis pas encore, je dirais, prêt personnellement pour ça. Donc je suis plutôt observateur et contributeur. Donc à titre professionnel, puis aussi au titre de citoyen ordinaire. D'accord. Donc dans ce livre, vous décrivez quoi? Vous expliquez quoi aux Martiniquais? Alors, je partage mon constat du paysage politique actuel. Un constat optimiste, pessimiste? Plutôt triste. Plutôt triste, c'est plutôt désolant. Je trouve que ce qui se passe notamment à l'Assemblée de Martinique, à la collectivité territoriale là, est plutôt de nature à décourager donc les gens d'aller voter. Et puis, malgré ça, il n'y a pas de fatalité selon moi, donc on peut quand même encore inciter, intéresser les citoyens à la chose politique. Mais comment les ramener à la chose politique quand on a un tel, j'allais dire, constat ou image, ou je ne sais pas moi, les noms d'oiseaux qui fusent entre les conseillers territoriaux, est-ce que ça va ramener les gens vers les urnes? Non, si on en reste là, non. Mais par contre, comme il y aura une campagne électorale, comme il y aura des candidats, on n'en connaît pas beaucoup. Ce sera pire peut-être, à partir de la Oui, ça campagne. peut être pire, mais ça peut être aussi l'occasion justement de renouveler les méthodes de campagne, les discours politiques. Et ce que je propose dans ce livre-là, c'est un guide de réflexion. Non, pas de bonne conduite, un guide de réflexion et puis d'action aussi. Ouais. C'est un peu ce que j'aurais aimé trouver dans un programme qui pourrait me donner envie de voter. Donc ça part donc des éléments des plus philosophiques comme la raison d'être de la Martinique. C'est-à-dire, je pense qu'on ne peut pas faire de politique si on n'a pas une idée claire de la contribution que la Martinique doit apporter à ses habitants et au monde. Et puis, ça va jusqu'aux actions très, très précises qu'il faut chiffrer, qu'il faut financer pour améliorer le bien-être et pour je dirais, participer à l'épanouissement de la population. Mais est-ce que ce n'est pas un vœu pieux? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit comment les choses se passent, est-ce que ceux qui nous dirigent pensent véritablement à la Martinique, ou ils pensent peut-être à leur parti ou à leur bien-être à eux? Enfin, alors c'est vrai, je dirais que cette réalité-là existe, mais il y a aussi une autre réalité, c'est qu'aujourd'hui, le plus grand parti de Martinique, ce sont les abstentionnistes. Oui, tout à fait. Donc, je pense que si certains partis politiques arrivent à renouveler leurs pratiques,
arrive à inclure les citoyens dans la conception du programme et dans l'exercice du mandat une fois qu'on est élu, je pense que les choses peuvent changer. Donc, Mais c'est ce que vous avez essayé de faire il y a 5 ans avec oui, la liste citoyenne. oui, Est-ce que les Martiniquaises et Martiniquais sont prêts à renouveler totalement la classe politique et faire place à d'autres personnes qui viendraient avec des moyens modernes, différents? Parce que c'est pour ça que je dis que c'est un vœu pieux. Bon, lorsque vous mettez un tuteur pour un arbre pour le redresser, ça dépend de l'âge à laquelle, enfin, sans faire oui, allusion à quoi que ce soit sur l'âge, hein, mais oui. à un moment donné, même si vous mettez un tuteur, ça ne va pas se redresser. Hein. Oui, tout à fait. Donc, il y a besoin de souffle nouveau, il y a Ouais. besoin de renouvellement, c'est sûr. Et sur l'expérience Martinique citoyenne, je pense qu'il nous a manqué bien 6 à 12 mois de campagne. On est parti un peu tard Ouais. pour cette expérience-là. Et puis, donc, ça ne nous a pas permis de collecter les moyens qu'il fallait pour mener une campagne. Parce que nous, donc, dans les comptes de campagne, nous, on a émargé à 10 000 euros. Quand Et d'autres. vous aviez droit à combien? Ah ben, le plafond, c'était 165 000 euros. Ah ben ouais. Et donc, l'équipe du Grand Assemblée a dépensé 160 000 euros. L'équipe de Yann Monplaisir a dépensé 140 000 euros. L'équipe de Serge Letchimy a dépensé près de 130 000 euros. Déclarés. Oui, bien sûr, déclaré. Donc, il nous a manqué un peu de moyens, un peu d'organisation, un peu d'expérience, et puis du temps. Et c'est pour ça que... Parce qu'il faut du temps pour mobiliser les électeurs. Et c'est pour ça que je trouve que les candidats tardent à se déclarer, notamment, je dirais, les candidats qui pourraient incarner une offre nouvelle. Bon, on sait que Alfred Marie-Jeanne a dit qu'il serait candidat. Vraisemblablement, Serge Letchimy sera candidat, même s'il ne l'a pas déclaré officiellement. Il y aura vraisemblablement une liste PIA. PIA. Il y aura une liste aussi conduite par M. Monplaisir. Il y a aussi Olivier Bérisson qui a fait son... Voilà, qui a fait une déclaration. Déjà, oui. Qui a fait une déclaration. Ouais. Et puis, mais à part ça, si vous voulez, il n'y a pas grand monde. On entend parler d'une candidature de Philippe Joc, mais qui tarde à se concrétiser. Et donc, il y a d'autres personnes aussi. On entend beaucoup de bruit, si vous voulez. Il y a beaucoup de tractations. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie mise dans la constitution des listes et très peu sur la mobilisation des électeurs. Et le risque, si vous voulez, c'est qu'on atteigne 70% de taux d'abstention. On était à 40% donc en 2015, ouais. Pour la première élection de cette nouvelle institution qui était donc l'Assemblée de Martinique, la collectivité territoriale. Compte tenu en plus du contexte aussi sanitaire, je pense qu'on se dirige vers, pour moi, une catastrophe électorale. Si il n'y a pas, je dirais, un véritable électrochoc de la part des candidats pour apporter vraiment une nouvelle manière de faire de la politique, et pas seulement dans les mots, mais aussi dans les actes. Mais comment faire comprendre aux Martiniquais, parce que souvent chez nous, on vote pour quelqu'un, on ne vote pas pour un programme. On ne lit pas les programmes. D'ailleurs, c'est de l'argent dépensé presque inutilement, j'ai envie de dire. Les gens vont voter pour telle personne, peu importe qui est bon, qui n'est pas bon, nous connaissons les, nous qu'à voter. Donc, le problème, c'est que si nous n'arrivons pas en Martinique à nous rendre compte qu'il faille élire quelqu'un sur un programme et que si 6 ans plus tard ou 5 ans plus tard, le travail n'a pas été fait, il faut le renvoyer chez lui. Comment se dire qu'on garde quelqu'un à la tête de quelque chose s'il n'a pas fait le travail que vous espériez en tant que citoyen? Parce qu'en réalité, c'est le citoyen martiniquais qui a la clé, c'est-à-dire le bulletin de vote. C'est une véritable arme fatale s'il l'utilise à bon escient. Oui, mais je pense que ça, c'est le job des, je dirais, des challengers. Et c'est clair que si on ne mène pas campagne, si on n'est pas au plus près de l'électeur, si on ne va pas à sa rencontre pour lui expliquer ce qu'on ferait différemment de ce qui est fait aujourd'hui, on va assister donc à la prime au sortant. Parce que le sortant, il est plus visible, il est donc Alfred Marie-Jeanne et son équipe. Donc il est aux manettes. Et si les challengers ne vont pas sur le terrain pour aller justement convaincre, mobiliser les électeurs, mobiliser leur propre équipe, et puis ensuite aller au plus près des électeurs pour justement diffuser le message. Si on n'a pas une offre politique claire
Et ce que j'appelle une offre politique claire, c'est déjà un candidat. Oui. En plus, vous avez 4 sections ici, et c'est important, les têtes de section sont importantes. Donc, ce n'est pas seulement la tête de liste qui est importante, c'est non seulement la tête de section, mais aussi tous les colistiers, qui sont aussi donc, des personnes qui vont mobiliser leur famille, leur entourage professionnel, associatif, social. Et donc, plus on tarde à entrer en campagne, même si on est connu, plus on tarde à rentrer en campagne, plus on tarde à faire campagne, plus on tarde aussi à élaborer un programme, des idées, des valeurs claires, des actions claires, et plus en fait les Martiniquais auront tendance soit à rester chez eux en disant bon, même bête moins poil, bon ça peut qu'il change rien bon moins, ou bien ils votent justement pour ceux à qui ils ont toujours accordé leur confiance. Oui, parce qu'expliquer un programme, c'est pas sur les plateaux de télévision qu'on va pouvoir faire ça. D'ailleurs, on n'en fait pas sur télévision pour une raison toute simple. Hein. C'est que à ce moment-là, on a l'impression d'assister à un combat de coq. C'est pas des gens qui expliquent leur programme. On peut pas se parler correctement. D'ailleurs, même si on fait des émissions ici à Zouk TV, on reçoit tel ou tel parti, nous avons des gens qui nous appellent pour injurier les gens qui sont sur le plateau. Oui. Donc j'ai dû interrompre les téléphones dans ces moments-là. Oui. Donc, alors, sur les plateaux de télévision, ils ne pourront pas venir expliquer les choses. C'est compliqué, c'est une tâche ardue et j'ai peur que la Martinique subisse encore des... Enfin j'espère, disons, on va espérer que les choses vont changer. Oui, moi je suis optimiste. Je suis optimiste pour que ça puisse changer, mais il faut que les candidats vraiment aillent à la rencontre des électeurs, parce que alors ça se joue sur les médias. Pardon Olivier, mais parce que déjà dans une liste, on connaît généralement que la tête de liste et peut-être la tête de section. Oui. Je veux citer aucune liste en principe, mais je vois que lorsqu'on déroule les noms, il n'y a pas grand monde de connus. Certains sont connus parce qu'ils ont été élus derrière une tête de liste. Et c'est après qu'on découvre ces noms-là. Ah bon, monsieur qui a fait ça, mademoiselle qui a fait ça. Mais au départ, ce ne sont pas des gens qui ont été mis en avant, justement, pour rehausser la crédibilité de la liste. Oui, c'est cette logique, c'est la logique de l'élection, c'est la logique pyramidale. C'est-à-dire que c'est la tête de liste qui est importante. Et vous avez été candidat, vous savez comment ça se passe. Ouais. Donc, et la tête de liste étouffe un peu tous les colistiers et tout est centralisé. Donc, par, je dirais, certains médias sur les têtes de liste et pas sur les colistiers. Et puis, mais c'est ce qui fait la tête de liste, quoi, aussi, qu'après, elle est seule à gouverner. Et à l'intérieur même de la liste, souvent, on ne laisse pas vraiment l'initiative donc, aux colistiers pour aller convaincre. On est vraiment dans une logique pyramidale et ça conduit à ces taux de participation qu'on connaît. Oui. Et donc, la campagne se joue un peu sur les médias. C'est important quand même. Ça se joue aussi sur les réseaux sociaux. Oui. Mais ça se joue surtout sur le terrain. Et en période de crise sanitaire, en période aussi de défiance, de crise de la démocratie représentative, la prime va revenir à ceux qui sont déjà installés, qui ont déjà, je dirais, entre guillemets, leur clientèle ou leurs militants, des gens qui savent mobiliser, qui sont fidèles. Et c'est un peu, très clairement, ce qui s'est passé à Fort-de-France. Là, avec 25% de taux de participation, on a un maire qui est élu à 67%, parce que bon, lui, il fait campagne pendant tout son mandat. Oui. Tandis que les autres sont partis en campagne beaucoup trop tard, même s'ils étaient connus, comme Francis Carole. Et donc, la prime, c'est la prime au sortant, très clairement. Donc, mais peut-être parce que M. Carole était occupé aussi à la CTM. Oui. Non, mais il y a beaucoup de raisons. Oui. Il y a des raisons légitimes pour lesquelles il n'est pas parti en campagne. Non, mais ce que je veux dire par là, il faudrait peut-être penser à faire qu'un seul mandat, un seul pouvoir. Vous parlez de M. Carole. Moi, il me revient donc, une interview qui a été réalisée sur ce plateau-là avec M. Marajo. Donc, c'était en septembre 2019. Et M. Marajo disait à M. Carole, mais on ne voit pas sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Et M. Carole disait, mais non, mais ça va se jouer sur les 15 derniers jours. Ça va dépendre du nombre de personnes qu'on va mettre sur le terrain. Ce sont les 15 derniers jours. Ben non, ça ne se joue pas sur les 15 derniers jours. Ça se joue sur 3, 4, 5 ans.
Ouais. Et très clairement, là, je dirais, plus les candidats tardent à se déclarer, et plus ils renforcent l'avantage du sortant, qui est Alfred Marie-Jeanne. Ouais. Mais vous pensez aujourd'hui, qui est-ce qu'on va avoir au deuxième tour? Est-ce qu'on peut faire un pronostic? Ah, mais non, selon ce que vous savez. On ne connaît même pas les candidats. Vous avez évoqué Serge Etchimi, M. Marie-Jeanne et M. Monplaisir. Apparemment, ce sont les trois dont on entend parler le plus, et Moun, M. Bérisson. Oui. Et à votre avis, qui sera au deuxième tour? Parce qu'il faut faire combien de pourcentage pour être au deuxième tour? Alors, il faut faire 10% des suffrages exprimés pour pouvoir se présenter. Et si on fait 50% plus une voix des suffrages exprimés, on est élu? Ah oui, dès le premier tour. C'est la nouvelle loi, ça. Mais non, ça. Il n'y a plus d'histoire de quart des inscrits ou je ne sais pas trop. Non, il n'y a plus le quart des inscrits, donc les 50% plus 1. Mais bon, vu la configuration actuelle du paysage politique, donc je dirais le morcellement du paysage politique, il y a peu de chances que ça se produise. Après, bon, il peut y avoir aussi beaucoup d'événements. On a connu dans la vie politique beaucoup d'événements inattendus. Donc vous pensez que pour réussir aujourd'hui, il faut qu'il y ait au moins une alliance? Quelqu'un ne peut pas remporter l'élection seul? Ah non, au premier tour, non. Pour moi, il n'y aura pas de victoire au premier tour. Et au deuxième tour, il faut absolument faire alliance si on souhaite remporter? Ça dépend. Si personne ne fait alliance... donc ça dépend tout ça dépend. Si vous voulez, je pense que l'idée d'alliance de second tour, quand même, vu l'expérience que nous vivons aujourd'hui, a refroidi quand même beaucoup de citoyens, dont moi-même. Donc moi, je vous dis, je ne voudrais pas pour une alliance de second tour. Moi, je souhaite, et ce que je dis dans c'est que je souhaite que les candidats arrivent et même construisent avec les citoyens une offre politique lisible et claire. Qu'on puisse identifier vraiment quelles sont les ambitions de cette liste-là pour la Martinique, quelles sont les valeurs importantes qui vont guider l'exercice du mandat, quel est l'objectif prioritaire, quelles sont les priorités sectorielles, quelles sont les actions qui seront mises en avant, vous voyez. Quelles sont les logiques d'exercice du pouvoir? Est-ce qu'on sera, comme aujourd'hui, dans une logique de centralisation ou de domination, et puis ça qui n'est pas content tout fait, que celui qui n'est pas content lève le doigt? Vous voyez? Bien, est-ce qu'on sera dans une logique vraiment plus collégiale, plus coopérative? Ce dont la Martinique aurait bien besoin. Voilà. Et moi, en tant que citoyen ordinaire, je dis, moi, je souhaite avoir une offre claire. Et les arrangements, je dirais, électoralistes de second tour, moi, aujourd'hui, je ne peux pas pris en ça encore. Très clairement. Et je pense que c'est quelque chose de partagé par de nombreux citoyens. Donc, dans ce cas-là, celui qui arrive au deuxième tour, celui qui arrive en tête a gagné l'élection, quoi, en fait. Oui, s'il n'y a pas d'alliance. S'il n'y a pas d'alliance, oui, voilà. Après, tout dépend de la capacité des équipes à mobiliser les électeurs. Donc, avec des actions de terrain, en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant les médias traditionnels aussi. Puis tout dépend aussi des événements qui peuvent se produire dans l'entre-deux tours et qui peuvent être exploités aux dépens des uns ou des autres. Est-ce qu'on n'aurait pas dû être un petit peu comme aux États-Unis, au seul tour? Et celui qui arrive en tête, partage cet avis-là. Je partage cet avis-là. Comme ça, il n'y a pas eu d'alliance bizarre ou des choses de ce genre. Je partage tout à fait. Celui qui arrive en tête, il a gagné l'élection. Ça ferait gagner de l'argent aux contribuables parce que ça coûte de l'argent de faire deux tours. Hein. Je partage tout à fait votre avis. Et c'est ce que je dis dans toutes les conférences que je donne justement. Dernièrement, j'ai été interrogé donc, par PIA qui m'a sollicité pour faire une conférence sur l'abstention. Et dans cette conférence-là, je disais qu'il faut qu'on réinterroge le mode de scrutin. Bien sûr. Non seulement, pourquoi un mode de scrutin à deux tours? Parce que le mode de scrutin à deux tours au scrutin majoritaire génère des calculs stratégiques. Et pour moi, ça fausse l'expression du suffrage. Tout à fait. Et on voit en plus le résultat. Oui, tout à fait. Et donc, je pense qu'il faut qu'on réinterroge ça. Alors aujourd'hui, j'ai cru comprendre qu'il y a un chantier, un peu d'évaluation de la CTM. Et moi, ce que j'attends aussi des candidats, c'est qu'ils proposent
leur proposition donc, d'ajustement donc, du fonctionnement de la collectivité territoriale aujourd'hui, donc, en termes d'organisation, de répartition du pouvoir entre le conseil exécutif Et et l'Assemblée, mais aussi au niveau du mode de scrutin. Parce que le mode de scrutin, normalement, c'est ce qui transforme un bulletin de vote en représentant. Et aujourd'hui, avec le mode de scrutin que nous avons, c'est très, très, très difficile pour quelqu'un qui vote dans la section du Sud pour savoir qui va vraiment envoyer le représenter. Voilà. Il y a Comme beaucoup à de l'époque, on paramètres. avait des conseillers généraux qui représentaient un petit peu la commune. Enfin, on savait qui est-ce qu'on envoyait au conseil général. Oui, voilà. Et là, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Et donc, je pense que jusqu'à 2004, l'élection régionale se faisait à la proportionnelle, donc à un tour. Oui. D'accord. Alors, ça a donné des alliances, des compromis qui ont finalement fonctionné. Et puis, à partir de 2004, on est passé donc au scrutin majoritaire à 2 tours avec la prime. Donc accordée à la liste qui arrive en tête, un petit peu comme les municipales. C'est ça. Et moi, je pense que pour une élection aussi importante que la collectivité territoriale, que l'Assemblée de Martinique, moi, je proposerais qu'on puisse vraiment au moins ouvrir le débat sur le mode de scrutin. Mais vous savez, Olivier, ceux qui aujourd'hui veulent changer les règles de l'Assemblée, une fois élus, s'en accommodent, surtout si ça les arrange, parce que la prime de, je ne sais plus, 11 sièges, je crois, 11 sièges. Certains disaient, moi, j'en voudrais pas, mais finalement, on l'a bien utilisé. Donc, une fois qu'on est au pouvoir, on oublie ces vaines promesses. Hein. Oui, d'autant plus C'est que... dommage. Oui, d'autant plus que là, aujourd'hui, et le président de l'Assemblée et le président du Conseil exécutif avaient voté, parce qu'ils étaient parlementaires à l'époque, avaient voté contre la loi du 27 juillet 2011. Tout à fait. Et c'est vrai qu'une fois qu'ils ont été en place, ils n'ont pas pris beaucoup d'initiatives pour pouvoir justement ajuster le fonctionnement donc de la collectivité à ce qu'eux, ils auraient souhaité. Ce qu'ils souhaitaient, déjà. Voilà, c'est ça. Et en 5 ans, on avait le temps, effectivement, de revoir les choses. Moi aussi, je me rappelle que certains candidats, comme Yann Monplaisir, avaient indiqué que leur objectif était aussi de revoir, au cours de ce mandat-là, le fonctionnement de l'Assemblée. Ils avaient même proposé que l'opposition puisse siéger au Conseil exécutif. Comme un petit peu la Guyane a choisi. Oui, en fait, c'est un petit peu comme... voilà, ouais. c'est ça. Que le Conseil exécutif soit représentatif de l'Assemblée. Ouais. Mais on voit bien qu'une fois qu'on est aux affaires, bon, on rentre dans la gestion, la logique de gestion quotidienne, et on oublie ça. Et on oublie quelquefois l'essentiel. En tout cas, Olivier, merci beaucoup de nous avoir prêté du temps pour expliquer aux téléspectateurs toutes ces bonnes intentions et ce livre qui s'appelle « Qui nous à la recherche de la raison d'être de la Martinique ». On peut le trouver en librairie? Oui, on peut le trouver en librairie. Et d'ailleurs, je serai en signature. Donc, ce samedi, à la librairie antillaise du Rond-Point, le matin, de 9 à 12 heures. Et donc, je pourrais prolonger l'échange avec les téléspectateurs qui le voudraient. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Merci à Manuela pour la réalisation de cette émission et à bientôt sur Zouk TV.